4. La profession. Généralité. La loi de 1884 n'exige comme condition à l'entrée dans un syndicat que l'exercice d'une profession, mais sans définir la profession. Elle a donc laissé aux syndicats, et partant aux tribunaux, le soin de déterminer ses caractères et ses limites. Elle n'a pas même prescrit que les syndicats fussent rigoureusement uniprofessionnels, elle admet dans un même syndicat, non pas toutes les professions, il est vrai, mais des professions connexes ou similaires concourant à l'établissement de produits déterminés, art 2. Et, en fait, les ouvriers ont largement usé de cette règle qu'imposait la technique industrielle aux multiples spécialités interdépendantes, la plupart des statuts de syndicats ajoutent à l'indication de la profession principale, et partie similaire, ou est similaire. Par similaire, il faut entendre les métiers créant des produits analogues avec des outils ou des matières analogues, boulanger et pâtissier, tripier, boucher et charcutier. Par connexe, il faut entendre les métiers qui sont immédiatement et directement solidaires les uns des autres, sans que l'on ait à rechercher s'ils sont similaires. Tout ensemble de métiers connexes constitue une industrie, une famille industrielle, comme disait Olin. Par exemple, sont connexes les maçons, plâtriers, serruriers, terrassiers, peintres, etc. Leur réunion constitue l'industrie du bâtiment. La portée restrictive de la règle légale, déjà très restreinte par l'article 2, l'est encore plus par l'article 5 de la loi de 1884 qui autorise la formation des unions de syndicats divers, unions régionales, locales, bourses du travail, interfédérations. Par ces groupes fédératifs, les métiers différents peuvent se rapprocher, se grouper, se coaliser, même s'ils ne sont ni connexes ni similaires, sous la seule condition d'être organisés distinctement, à l'intérieur du groupement général, en section ou en syndicat autonome. Ainsi deux espèces de solidarité ont pu, sans trop de heurts avec la loi, s'établir entre les ouvriers, l'une corporative, qui est dérivée d'un métier spécial dont le cadre est le syndicat, art 2, l'autre dérivée de la qualité d'ouvrier, sans spécialisation particulière, dont le cadre est l'union de syndicats divers, art 5. Le syndicat ne comprend, ne doit comprendre que, des ouvriers salariés, disent les statuts types de LACGT. À cette règle, base de toute l'organisation syndicale ouvrière, aboutissent tous les efforts antérieurs faits par les ouvriers pour créer des groupements autonomes de solidarité et de défense professionnelle. Par elle, les ouvriers, constitués en classe, ont mené la lutte de classe. C'est en 1863 et en 1864, à l'occasion des élections législatives, que les ouvriers se sont, pour la première fois, considérés comme n'étant, ne devant être que des ouvriers, ont pensé que le temps était venu pour eux de parler en leur propre et privé nom, disait Proudhon, prétendu qu'ils constituaient un corps à part des autres catégories sociales, distinctes des propriétaires, des industriels, des professions libérales, déclaré qu'ils pouvaient et devaient se grouper, se concerter sous la seule dénomination de leur qualité professionnelle, ouvriers, dirent-ils dans une proclamation célèbre connue sous le nom de Manifeste des 60, auquel collaborèrent Tolin, Henri Lefort et Gambetta, nous sommes une unité sociale, nous devons élire des hommes choisis parmi nous pour nous représenter au Parlement. On a répété à satiété, il n'y a plus de classe depuis 1789, tous les Français sont égaux devant la loi. Mais nous, qui n'avons d'autre propriété que nos bras, nous qui subissons tous les jours les conditions illégitimes et arbitraires du capital, nous qui vivons sous des lois exceptionnelles telles que les lois sur les coalitions et l'article 1781 du Code civil, qui portent atteinte à notre intérêt en même temps qu'à notre dignité, il nous est difficile de croire à cette affirmation. Les candidatures ouvrières patronnées par ce manifeste échouèrent, en la personne du ciseleur Tolin, qui seul se présenta à l'élection complémentaire de 64, mais un succès au seul point de vue parlementaire, car elles furent l'occasion de rencontres entre ouvriers, de conciliabules utiles, qui aboutirent à la formation de nouveaux groupements stables plus spécifiquement prolétariens. De ce mouvement politique, 1863 et 1864, greffé sur celui des délégations ouvrières à l'exposition universelle de Paris, en 1862, naquit, en 1864-1865, l'Internationale des travailleurs qui essaya de rassembler en une association unique les ouvriers jusqu'alors partagés en mutualistes, en coopérateurs légalitaires, en catholiques compagnons du Tour de France, en bonapartistes, républicains et démocrates, sans unité d'action, dispersés, rivaux, hostiles les uns aux autres, ignorants de leur intérêt commun, perdus dans des groupements où s'accusaient moins leurs particularités professionnelles que leurs divergences politiques ou religieuses. Faire l'unité entre les travailleurs, surtout en considération de leur travail, du métier, ce fut son but, mais elle n'y parvint pas, elle ne fut pas complètement ouvrière. Enseignée par son grand exemple, ce sont d'autres qui réaliseront son ambition, sous son inspiration, les syndicats nés à la fin du Second Empire établiront, pour la première fois, la solidarité ouvrière sans élément étranger à elle-même, en considération du seul métier, de l'unique travail. Qu'est-ce qu'un ouvrier? L'évolution syndicale a peu à peu imposé à ce mot le sens de technicien. L'Internationale se préoccupa déjà de lui donner une signification, question de terminologie qui était alors comme aujourd'hui une question de tactique. L'article Vili des statuts de l'Internationale voté au Congrès de Genève, 1866, posait, on l'a vu plus haut, la règle suivante, quiconque adopte et défend les principes de l'association peut en être reçu membre, mais cela, toutefois, sous la responsabilité de la section qui le recevra. Cette règle empêchait l'Internationale d'avoir un caractère strictement ouvrier, par elle, fut permise l'adhésion de personnalités étrangères à la vie corporative, l'officier Cluseret, l'historien républicain Henri Martin, le journaliste Tridon, le professeur Jules Simon. Il est vrai qu'elle ne fut pas admise au début par le bureau parisien de l'association dont l'article y est décidé que, pour être admis, il faut justifier de sa qualité de travailleur. Note, F. Pelloutier a écrit que la fédération parisienne établit cette règle, parce qu'elle savait ceci, les ouvriers de la pensée, exclusivement partisans de l'action de la rue, hostiles par conséquent au mouvement corporatif. L'article 18 ajoutait, ne pourront être élus délégués, au Congrès, que, 1 degré les travailleurs proprement dit, 2 degrés les salariés employés dans l'industrie, dans le commerce ou dans l'administration privée civile. Fribourg a fait connaître la définition admise par les membres parisiens, à leurs yeux, seuls étaient des travailleurs, ceux, qui n'ayant d'autres ressources que leur travail journalier, pouvaient, d'un jour à l'autre, être atteints par la misère, par suite de chômage involontaire ou de maladies imprévues. En dehors de cette catégorie, il n'existait pour eux aucun genre de travailleurs auquel l'association pût être utile.
Cette conception corporative, les internationaux parisiens essayèrent de la faire triompher en réclamant au Congrès de Genève l'exclusion des travailleurs intellectuels, avocats, journalistes, étudiants, tous ces beaux parleurs qui créent l'agitation dans un but personnel. Ce fut en vain, et peu à peu, la conception, dite blanquiste, l'emporta à Paris même sur l'exclusivisme ouvrier, de Tolin, de Fribourg et de ses amis. Becker, en ouvrant la première séance du Congrès de 1866, disait que « tout homme travaillant de ses mains ou de sa tête, pourvu qu'il travaillât au bien commun, est ouvrier ». Sa manière de voir, Blanqui la formulait dans les termes suivants, en janvier 1868, opinion qui persista pendant la Commune, organisée et dirigée par des ouvriers et des intellectuels, la proposition T. Tolin, de n'admettre que des ouvriers dans l'international et le coopératif tend au rétablissement des corporations de l'ancien régime et du compagnonnage. C'est l'abdication de toute idée politique et civique, le parquement des travailleurs dans une existence toute privée, purement matérielle. C'est leur dégradation intellectuelle et morale, la proclamation de leur infériorité comme caste, c'est une véritable abdication. L'Édalité, organe des internationaux de la Suisse romande, a écrit dans le même sens, l'international, en acceptant dans son sein un nouveau membre, ne lui demande pas s'il est religieux ou allié, s'il appartient à tel parti catholique ou s'il n'appartient à aucun, elle lui demande simplement, es-tu ouvrier, ou si l'une ne le est pas, veux-tu, le sens-tu le besoin et la force d'embrasser franchement, complètement la cause des ouvriers, de t'identifier avec elle, à l'exclusion de toutes les autres causes qui pourraient lui être contraires. On cherchait encore la définition au Congrès de l'International, Genève, 1873. Sont travailleurs, dit Dave, tous ceux qui vivent du produit de leur travail. Pérard demanda que fussent rejetés les avocats et les journalistes, pour S.C. Arius, ancien ami de Marx, travailleur tout court est synonyme de travailleur manuel, Vunia considéré comme travailleurs, tous ceux qui sont exploités dans la société actuelle, Cyril, tout citoyen qui consacre leurs facultés physiques ou intellectuelles à créer ou à améliorer des objets utiles à la société, et Bruce, en se ralliant aux définitions de Dave et de Cyril, ajouta que, ou ne saurait considérer comme de vrais travailleurs ceux dont la production roule sur un capital acquis par l'exploitation. La question fut examinée une seconde fois à ce même congrès de Genève, intellectuels et bourgeois, pouvaient-ils décidément être admis dans l'international. Après une longue discussion, l'ancienne règle laissant toute liberté aux sections fut confirmée à l'unanimité des 8 fédérations régionales représentées. Les services rendus par les internationaux bourgeois, l'impossibilité de définir spécifiquement l'ouvrier, surtout l'intérêt qu'il y avait à recueillir les déclassés ou les hommes de bonne volonté, enfin les traditions de l'association, la présence des bourgeois intellectuels délégués au congrès explique ce vote, mais il y a lieu d'ajouter que ce vote n'impliquait pas l'acceptation de la collaboration des classes, unanimement rejetées, ce ne sont que des individus qui sont accueillis et de l'avis général, ils ne devaient être accueillis qu'avec précaution et prudence. Au reste, les difficultés qui auraient pu se produire entre internationaux par suite des différences d'origine étaient évitées par l'organisation même de l'association qui comprenait 2 sortes de sociétés, les sociétés corporatives et les sections dites mixtes. Dans les sociétés corporatives, comme le fit remarquer Véricant au Congrès, jamais les bourgeois n'avaient prétendu entrer, ils ne faisaient partie que des sections mixtes, des cercles d'études sociales, ainsi que James Guillaume les appelait. Au Congrès universel de Gand, 1877, Chalin, délégué des communaux réfugiés à Londres, dit que l'on est ouvrier quand on vit de son travail. Werner, délégué allemand, ajouta que sont ouvriers tous ceux qui s'occupent d'un travail utile. Steen, délégué de la section bruxelloise de l'International, que tous ceux qui vivent de travail manuel ou intellectuel et prolétaire. Le parti qui, à partir de 1879, recueillit et unifia les syndiqués et les révolutionnaires des diverses nuances, prit le nom de Parti ouvrier, et, ce faisant, il continua la tradition de l'International à laquelle avait appartenu son leader, Jules Guesde. Il comprit des syndicats, auxquels ne pouvaient adhérer que des travailleurs manuels, et des cercles d'études, ouverts aux travailleurs et à tous ceux qui se réclamaient du programme socialiste. Le nouveau parti n'était donc pas manuel au sens étroit du mot. Parti ouvrier, a écrit plus tard le guesdiste Alexandre Zévaès, alors député de l'Isère, ne signifie pas parti des ouvriers manuels, mais bien parti de tous les prolétaires, de tous les travailleurs manuels et intellectuels, industriels ou agricoles, de tous ceux qui œuvrent, qui concourent à la production utile. Paul Lafargue, le gendre de Marx, avait quelques années auparavant donné une précision analogue. Nous ne saurions trop répéter que nous comprenons par ouvriers aussi bien les travailleurs manuels que les travailleurs intellectuels, tels que professeurs, ingénieurs, physiciens, administrateurs, agronomes, chimistes, etc. Ces 2 catégories de producteurs, intimement unies dans la grande production capitaliste, sont des salariés également courbés sous le même joug avilissant et dégradant. Ils doivent faire cause commune. L'affranchissement du travail n'est possible que par leur union et leur entente. Sans différence spécifique avec les guesdistes, les allemanistes ont donné un caractère ouvrier manuel plus accentué que les guesdistes à leur propagande, née d'une scission avec le POF, Parti ouvrier français, le PO sièclaire. Parti socialiste révolutionnaire, a été surtout constitué par des syndicats ou des cercles d'études composés de travailleurs manuels. Il fait le trait d'union entre le premier parti socialiste presque exclusivement ouvrier et la CGT qui, exclusivement ouvrière, a été appelé par Pouget le Parti du travail. Note, le Parti socialiste, qui réalise depuis 1905 l'unité entre les anciennes fractions rivales sous le nom de section française de l'Internationale ouvrière, fait appel aux bourgeois et aux ouvriers sans distinction. Les statuts types des sections décident à l'article 9, pour être membre de la section, il faut remplir les conditions suivantes, 1 degré avoir fait adhésion sans réserve, selon une formule assignée, au programme et principes du Parti socialiste, 2 degrés verser une somme de centimes d'admission et acquitter une cotisation mensuelle de centimes dont le versement est attesté par l'application du timbre quittance du Parti sur la carte d'adhérent, 3 degrés être muni de la carte annuelle du Parti et d'un exemplaire du règlement général. Les statuts votés en 1905, confirmés en 1911, ont décidé que les membres du parti ont le devoir d'appartenir au syndicat ouvrier de leur profession, obligation morale qui n'est imposée qu'aux membres syndicables. Les statuts de la Fédération des sections de la Seine déclarent en outre, les membres de la fédération qui ont à occuper des travailleurs, ne doivent prendre que des syndiqués, art. 5. Les syndicalistes disent que le syndicat est un groupement d'intérêt, tandis que les cercles d'études, les sections socialistes ne seraient que des groupements d'opinion ou d'affinité, sans vitalité durable.
Les principes socialistes sont ainsi formulés, le Parti socialiste est un parti de classe qui a pour but de socialiser les moyens de production et d'échange, c'est-à-dire de transformer la société capitaliste en une société collectiviste ou communiste, et pour moyen l'organisation économique et politique du prolétariat. Par son but, par son idéal, par les moyens qu'il emploie, tout en poursuivant la réalisation des réformes immédiates revendiquées par la classe ouvrière, ce n'est pas un parti de réforme, mais un parti de lutte de classe et de révolution. Déclaration commune des organisations socialistes adoptée le 13 janvier 1905. Les difficultés anciennes sur la qualité d'ouvrier, les syndicats affiliés à LA-CGT les connaissent encore, et comme les tribunaux ils les résolvent empiriquement, au cours de l'action, à mesure qu'elle se présente. Toutefois il y a progrès. Dans l'international, on discutait et sur la définition du mot « ouvrier » et sur l'adhésion des « bourgeois », ce deuxième point n'est plus en discussion, quant à elle accord de principe sur le premier il n'a qu'en partie dégagé la controverse de toutes ces obscurités. Le soin avec lequel les statuts syndicaux contemporains spécifiques qu'ils n'admettent pas tous les membres d'une profession, mais seulement les ouvriers, a limité la définition légale du professionnel, et par cette limitation, ils ont modifié profondément l'esprit du texte qui les a légalisés. Pour les syndicalistes, ne sont, véritablement des professionnels, en principe, que ceux qui manutentionnent effectivement les produits, ceux qui ont les mains calleuses, mais on ne doit pas s'arrêter trop étroitement à cette caractérisation matérielle depuis que certaines professions non manuelles, telles que les employés de bureau et les fonctionnaires, se sont rapprochés des syndicats d'ouvriers manuels et ont obtenu leur admission dans LA-CGT. La définition s'est en quelque sorte spiritualisée. On doit considérer comme professionnels, au point de vue de la pratique ouvrière actuelle, tous les salariés qui exercent un métier, manuel ou intellectuel, à la condition de ne détenir aucune parcelle de l'autorité du patron ou de l'État, soit directement, soit par délégation. Par application de cette règle, les syndicats rejettent tout représentant du patronat, notamment leurs voisins d'atelier et de chantier, le contremaître, qui est cependant considéré par le patron, et, en général, par les juristes, comme un ouvrier auquel un grade n'enlève pas sa condition de salarié subordonné. En décembre 1909, la commission administrative de la Bourse du Travail de Paris écarta la demande d'admission de l'Union syndicale des contrôleurs de la compagnie des omnibus, parce que ses employés détiennent une parcelle d'autorité sur leurs camarades salariés. L'organisation ouvrière eut l'occasion de formuler et d'appliquer, d'une manière un peu plus solennelle que d'habitude, ces principes. Passant outre, le conseil municipal, sur le rapport de sa deuxième commission, attribua à l'Union des contrôleurs un local dans l'immeuble municipal de la Bourse, décision à laquelle la commission administrative répondit par une protestation au terme de laquelle l'Union syndicale ne rentrait pas dans le cadre des groupements pouvant être admis à la BDT. Note, le comité fédéral des fédérations avait refusé, à une époque antérieure, l'adhésion de la Fédération des employés du contrôle des tramways de la Seine, les contrôleurs étant assimilables à des contremaîtres. Ces difficultés ne sont pas exclusivement syndicales, la jurisprudence les connaît. Monsieur Michel Baudeux a proposé cette définition, l'ouvrier est celui qui exerce un métier, une profession, un état manuel. Le métier, c'est la pratique d'un art mécanique ou d'un art manuel. Mais qu'est-ce qu'un art manuel? Note, l'ouvrier est celui qui se livre à un travail manuel. L'employé est celui qui, sans participer manuellement au travail, collabore cependant aux résultats industriels. Dalloz, Code des accidents du travail, 1909, N°238 et 241. Un arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 1857 a refusé la qualification d'ouvrier à un conducteur de locomotive, parce qu'il ne se livre à aucun travail manuel, ne fait partie d'aucun atelier, mais exerce des fonctions séparées et individuelles. Directeur du convoi, il est chargé d'en diriger la marche et d'en assurer l'heureuse arrivée. Ses fonctions, par leur nature, leur importance, l'élévation des prix qui y est attachée d'ordinaire, les connaissances qu'elle exige, surtout par les devoirs et les responsabilités qu'elle impose, diffèrent essentiellement du service secondaire et sans cesse soumis à la surveillance et au contrôle des chefs, sous-chefs et contremaîtres, et du travail purement mécanique des simples ouvriers ou gens de travail. À la définition de l'ouvrier par l'art manuel, il faudrait donc ajouter, si l'on admettait cette opinion judiciaire, ces caractéristiques nouvelles, 1 degré celle d'une subordination étroite, 2 degrés celle d'un salaire médiocre. Sans qu'il soit besoin de le démontrer, on sent combien ces caractéristiques sont vagues, malgré leur apparence de netteté, les syndicats se bornent à rechercher s'il y a subordination et salaire, sans exiger que l'une soit étroite et l'autre médiocre. À partir de quel taux le salaire atteint-il à la dignité du traitement ou de l'honoraire? Quoi qu'il eût soit de ces analyses assez artificielles, les conducteurs de locomotives se considèrent comme des ouvriers, ils sont syndiqués par les groupements adhérents soit à la Fédération des chauffeurs, conducteurs mécaniciens, électriciens et automobilistes, soit à la Fédération des mécaniciens et chauffeurs. Pour M. Plagnol, le cocher, qui travaille à la moyenne n'est pas un ouvrier, mais un petit entrepreneur qui spécule sur l'exploitation d'une chose et qui ne reçoit aucun salaire fixe, la rémunération de son travail est un bénéfice aléatoire. Quant aux compagnies, elles louent leurs voitures non pas directement au public, mais à leurs cochers. Il y a donc là un contrat complexe, mêlé de louages de choses et d'entreprises. La Cour de cassation considère, au contraire, ce rapport, comme un simple louage de travail sans tenir compte du mode de rémunération, et, sur ce point, sa doctrine est d'accord avec celle des syndicats. Les congrès ouvriers, la pratique ont solutionné empiriquement les difficultés qui se sont présentées pour divers groupes de travailleurs. 1 degré les employés privés et publics, les employés de coopératives. Titre élastique d'employés, écrivait Pelloutier. Les employés sont les frères des ouvriers, disait André Gély au Congrès international de Bruxelles, 1891. Le syndicat des employés et employés du bureau et de magasin du canton de Genève a donné une définition admissible pour tous les syndicats. La qualité d'employé peut s'appliquer à tous les salariés de bureau ou de magasin occupés dans le commerce, l'industrie, la banque, le bâtiment, le transport, les administrations publiques et privées, les études des notaires et d'avocats, etc. et d'une façon générale à tous les travailleurs intellectuels. Depuis le XE Congrès des bourses du travail, Alger, 1902, nulle catégorie de travailleurs ne peut être mise en dehors de l'action syndicale, que les travailleurs soient salariés de particuliers ou salariés de l'État. En conséquence, le Congrès invita les bourses à accepter des organisations d'employés et d'ouvriers de l'État, ainsi que les associations de professeurs des écoles de l'État, dont les statuts indiqueront bien que ces associations ont pour but la défense des intérêts de ces diverses corporations.
Règle confirmée et étendue par le Comité confédéral des bourses, dans ses séances du 13 mai 1904 et du 11 août 1905, et par le Congrès confédéral d'Amiens, 1906, note, de tous les syndicalismes administratifs, c'est celui des instituteurs qui a été le mieux organisé. Le plus ancien syndicat d'instituteurs a été constitué dans le Var, juin 1904. En 1905, l'Amicale du Gard adhéra moralement à la Bourse du Travail. L'Amicale des Pyrénées-Orientales se transforma en syndicat, après avoir adhéré à la Bourse de Perpignan. Dès octobre, la Revue de l'enseignement primaire ouvrit une rubrique, Euglet, sur le mouvement syndical universitaire. En 1908, il y eut une tentative pour organiser un congrès mixte des syndicats d'instituteurs et des bourses, sous le contrôle de LACGT. Le syndicat des soignants des PTT et le syndicat parisien des instituteurs ont adhéré à LACGT. Section des fédérations, et leur adhésion fut acceptée aux séances du comité confédéral du 11 août 1909. Invité à donner son avis sur l'admission d'un syndicat d'employés d'octroi, le comité fédéral des bourses fit la réponse suivante qui précise le caractère des employés syndicables. Si la Bourse du Travail, dont nous respectons avant tout l'autonomie, considère cette association d'employés d'octroi comme un syndicat et que cette association consent aux mêmes charges, aux mêmes devoirs que les autres syndicats adhérents à la Bourse du Travail, celle-ci peut l'accepter et doit lui donner les mêmes avantages dont jouissent les autres syndicats. Note, sur les douaniers, le comité confédéral émit l'avis que leur situation mi-militaire, mi-hiérarchique rend difficile d'examiner la question de leur affiliation à LACGT. Un grand nombre d'employés sont assimilables à des contremaîtres et même dans les administrations publiques à des patrons, c'est au syndicat à décider en fait de leur caractère, comme il en est pour les contremaîtres des usines et ateliers, suivant décision du Congrès corporatif de Paris, 1900. Ainsi les employés des compagnies charbonnières sont rejetés par la Fédération syndicale des ouvriers mineurs du Pas-de-Calais, par le syndicat des ouvriers verriers d'Aniche, etc. L'article 21 des statuts de la Chambre syndicale des tisseurs veloutiers réunis de Saint-Étienne décide, nul employé des tissus n'est admis à faire partie de la société. Note, le Congrès confédéral d'Amiens, 1906, a voté un vu dont l'objet est d'interdire aux employés publics de faire des heures supplémentaires dans l'industrie privée. Il y a, tout au contraire, d'autres catégories d'employés qui sont assimilables à des ouvriers, véritables manutentionnaires de produits, tels les employés de magasins, qui ont constitué des syndicats, très professionnellement particularisés, adhérents à LACGT. L'employé ordinaire dans les maisons à propriétaires anonymes comme dans celles qui sont dirigées par le propriétaire lui-même, n'est plus qu'un salarié quelconque. Ni théoriquement, ni pratiquement, il n'existe plus de différence entre l'ouvrier salarié et l'employé salarié. Une question spéciale se pose pour les employés de coopératives. Doivent-ils adhérer chacun au syndicat de sa profession, le boulanger au syndicat des boulangers, le commis de magasin au syndicat des employés, ou peuvent-ils constituer des syndicats spéciaux qui confondraient leurs compétences particularistes au nom de leur qualité de coopérateur? C'est pour le premier système que s'est prononcé le comité fédéral des fédérations et celui des bourses, d'accord d'ailleurs sur ce point avec les congrès nationaux de la coopération socialiste. Dans la coopérative socialiste, il n'y a pas, ou du moins, il ne devrait pas y avoir, en vertu même de l'organisation, antagonisme entre administrateurs et employés. Syndicalement parlant, les employés de coopérative ne constituent pas une unité professionnelle. Comme le fit remarquer Ponard au IV Congrès de la coopération socialiste, 1907, il semble y avoir, et il y a bien, conflit d'intérêts entre l'ouvrier ou l'employé et la société. C'est de ce conflit qu'est né le syndicat d'employés de coopérative de Paris. Le syndicat des employés de coopérative a été fondé, a écrit un autre coopérateur, non en vue d'entrer en lutte contre les conseils d'administration des sociétés, mais il a eu souvent l'occasion d'intervenir, utilement parfois, pour mettre un terme à des procédés incorrects, sinon même patronaux d'administrateurs de coopératives vis-à-vis, notamment, d'employés ayant cessé de plaire. En 1911, la Fédération des coopératives socialistes de la région parisienne, saisie des revendications formulées par un certain nombre d'employés de coopératives groupés autour d'un comité intersyndical du personnel des coopératives, émit l'avis suivant conforme aux motions des congrès, au grand mécontentement des employés coopérateurs. Considérant que les revendications des salariés groupés sur le terrain syndical compromettraient le principe même de l'organisation syndicale et de la coopération, qui est l'émancipation intégrale de tous les travailleurs, si elles portaient uniquement sur les conditions du travail dans les coopératives. Décide que les coopératives ne peuvent discuter avec un groupement qui, par sa constitution même, indique qu'il est uniquement organisé pour les intérêts personnels d'un petit nombre de salariés. En ce qui concerne les revendications qui peuvent être formulées dans les coopératives par les organisations syndicales qualifiées. Considérant que l'action coopérative et l'action syndicale constituent pour les travailleurs des modes d'organisation leur permettant de réaliser leur émancipation économique. Qu'il est par conséquent du plus grand intérêt pour la classe ouvrière, poursuivant par ces deux modes d'action, la même lutte contre l'oppression capitaliste, qu'une entente puisse s'effectuer pour une marche parallèle. Considérant, d'autre part, que les conflits qui s'élèvent entre coopératives et employés ont une répercussion douloureuse dans le prolétariat. Qu'il est certain que ces conflits pourraient être solutionnés avant de devenir graves si syndicats et coopératives, au lieu de se regarder en adversaires, acceptaient amicalement d'élaborer un contrat de travail tenant compte des intérêts des employés, de ceux des consommateurs, et aussi des conditions de la concurrence capitaliste, avec lesquelles les coopératives sont obligées de compter. Que ces contrats de travail, au lieu d'être imposés aux coopératives sans discussion, comme à de vulgaires exploiteurs, devraient être concertés entre représentants des coopératives et syndicats intéressés, de façon à tenir compte des intérêts des collectivités en présence, dans un but de conciliation. La Fédération des coopératives socialistes de la région parisienne décide d'inviter tous les syndicats des corporations travaillant dans les coopératives à désigner un délégué adhérent à une société de consommation, afin de s'aboucher avec une commission de coopérateurs syndiqués, désignée par la Fédération, en vue d'élaborer une base d'entente commune aux contrats de travail qui pourront, par la suite, être passés entre la Fédération et chacun des syndicats intéressés. La Fédération charge le Conseil de communiquer cet ordre du jour aux syndicats intéressés, ainsi qu'à l'humanité et à la bataille syndicaliste. Réglée statutairement, la question reste, en fait, ouverte. Le syndicat, qui tend à égaliser les conditions, repousse intimement, spécifiquement, toute hiérarchie.
Les ouvriers d'usine, tous égaux, se syndiquent assez spontanément, les employés, très hiérarchisés dans les magasins, se syndiquent beaucoup plus difficilement, c'est ce qu'il y a lieu d'indiquer ici, à la suite de Beau Soleil, il semble, disait ce militant, que dans ces maisons, grands magasins, le recrutement syndical devrait rencontrer des conditions exceptionnellement favorables, analogues à celles des grandes compagnies de transport. On compte sans cette particularité que les employés sont savamment hiérarchisés, parqués en catégories échelonnées, dans lesquelles on passe au choix, à la faveur ou à l'ancienneté. Ceux qui ont obtenu un certain avancement hésitent à adhérer au syndicat, de crainte de perdre leur situation avantageuse. La différence de conditions fait perdre aux employés le sentiment de la solidarité qui est si fort chez certains prolétaires. Inconsciemment, les vieux employés, les sous-chefs et chefs de service de bureau ou de rayon, se considèrent comme les supérieurs de leurs camarades de servitude. 2 degrés artisans, petits marchands, chiffonniers, étameurs, ramoneurs, commissionnaires, etc. Le congrès de la Fédération des bourses, Toulouse, 1897, a réglé la situation de ces groupes par le vote suivant, considérant que bien des catégories se trouvent dans une situation très difficile, n'étant pas des salariés au sens propre du mot, tels que les petits marchands qui vendent sur les places publiques, les étameurs, les ramoneurs, les commissionnaires, les chiffonniers, etc. Le congrès accepte dans les bourses du travail tous ces syndicats, au même titre que les autres. Syndicats. Le Congrès confédéral de Lyon, 1901, émit un vœu en leur faveur, considérant que les petits marchands ont le droit de vivre au même titre que tous les citoyens. La Bourse de Lyon eut l'occasion d'appliquer ce vote en 1904, à la suite d'un incident local, elle déclara que tous les syndicats adhérents à la Bourse seront solidaires du syndicat des marchands forains contre la campagne organisée par quelques commerçants en vue de supprimer les marchés. 3 degrés ouvriers petits propriétaires agricoles. Les fermiers, colons et petits propriétaires doivent-ils être admis dans les syndicats au titre des exploités, de la grande propriété ou rejetés en considération de leur qualité de salariants, employeurs des valets, charretiers et hommes de journée, comme personnes détenant une parcelle d'autorité patronale, soit directement, soit par délégation. Les 2 opinions furent soutenues avec autant de force au Congrès confédéral de Paris, 1900. Fribourg, syndicat des ferblantiers plombiers de Besançon, Bourget, Union des travailleurs textiles de Reims, Payot, Fédération des travailleurs du livre, Blanchard, Bourse de Nantes, Voyot, syndical des menuisiers de Lyon, Bourderon, syndicat des tonneliers de la Seine, estimèrent que les petits propriétaires devaient être rejetés, les travailleurs récusant le droit à la propriété, le véritable but du syndicat étant d'arriver à la suppression du capital et de la propriété. Trèche, Bourse de Limoges, Sémanaz, syndicat des égoutiers de Paris, estimèrent, au contraire, que les petits propriétaires, aussi bien que les travailleurs et les journaliers qui sont employés par les colons et les fermiers, souffrent du même mal. Calmel, syndicat des cochers de Paris, proposa une distinction, un petit propriétaire obligé de travailler lui-même peut venir avec nous, mais un petit propriétaire, occupa-t-il seulement 1 ou 2 ouvriers, ne peut être des nôtres. C'est l'opinion la moins intransigeante qui fut défendue par la commission du Congrès. Le rapporteur Fribourg l'exposa en ces termes, considérant qu'en régime capitaliste, il est nécessaire de tenir compte de l'antagonisme des intérêts, des difficultés de l'existence, de la complexité de la question agraire, qui fait que certains cultivateurs possèdent des terres, sont par conséquent propriétaires, mais toutefois le sont de telle façon qu'ils doivent quand même travailler chez d'autres et louer leurs bras pour arriver à vivre, que certains encore vivent de leur travail sans exploiter personne. Votre commission estime qu'il serait dangereux de repousser systématiquement des groupements syndicaux ouvriers ces catégories de prolétaires et vous soumet, comme devant servir de base à la formation des syndicats ouvriers agricoles, la résolution suivante, le syndicat ouvrier agricole devant avoir momentanément pour but le groupement des travailleurs pour la défense de leurs intérêts immédiats, notamment le relèvement des salaires et la diminution de la durée de la journée de travail, ne pourra être composé d'éléments dont les intérêts sont opposés les uns aux autres. Seront admis, 1 degré ceux qui, à un titre quelconque, sont des salariés agricoles, 2 degrés ceux qui, propriétaires, vivent de leur travail, sans exploiter personne. Note, le congrès ouvrier tenu à Lyon, 1878, vota, sur le rapport de Jacquemin, délégué des laboureurs cultivateurs de Fleury-sur-Saône, le principe de L, organisation d'associations agricoles. Il l'instar des chambres syndicales des villes. En 1878, quelques socialistes tentèrent d'organiser un congrès ouvrier international, à l'occasion de l'exposition universelle, ils n'y réussirent pas et furent déférés au tribunal correctionnel de la Seine qui, le 24 octobre, les condamna à des peines diverses. La défense commune avait été assurée par Jules Guesde. Dans sa plaidoirie, qui fut la première manifestation socialiste française après la Commune, il fit appel aux prolétaires, paysans propriétaires et petits patrons. Il leur dit, paysans propriétaires, vous que l'on prétend avoir été affranchis par la révolution bourgeoise de 1789 et qui ne possédez que nominalement le lopin de terre que vous fécondez de vos sueurs dépouillées que vous êtes par l'impôt, par l'hypothèque, par l'usure, du plus clair de votre produit. La nationalisation du sol livre à votre activité laborieuse toute la partie de ce sol actuellement détenue par les propriétaires qui ne cultivent pas eux-mêmes, en même temps qu'elle vous laisse, exempte de tout prélèvement, dans son intégralité, le fruit de votre travail. La terre qui est votre passion, toute la terre vous appartient réellement, elle appartient à vos efforts associés, dans la totalité de sa production, dans le blé, le vin, le lin, etc., que vous aurez su en tirer. Plus tard, quelques articles dans Zèle et Dalité, de Jules Guesde, des résolutions prises ou des rapports lus au Congrès socialiste de Reims, 1881, de Roanne, 1882, de Roubaix, 1884, ont cherché à donner une solution à cette question irritante d'organisation et de tactique soulevée par la petite propriété agricole. À Roubaix, il fut décidé que seules les grandes propriétés seront expropriées. Avant son congrès de Marseille, 1892, le POF. Guesdiste adressa aux organisations des milieux agricoles un questionnaire qui devait permettre aux délégués d'élaborer les cahiers ruraux des ouvriers, petits propriétaires, métayers, fermiers. Ce congrès formula leurs revendications en un programme qui comprenait 14 articles, minimum de salaire, prud'homme agricole, etc. et le congrès ouvrier corporatif de Nantes, 1894, leur donna un caractère syndical. Note, il est intéressant de noter qu'Agricole Perdiguier demanda, dès 1863, que les compagnonnages fussent ouverts aux paysans.
Le Congrès de Nantes, 1894, le premier, à notre connaissance, s'occupa systématiquement de l'organisation corporative des travailleurs agricoles. Il s'agissait, selon les expressions de Brunellière, rapporteur de la commission de propagande agricole, de faire cesser un régime qui les met en lutte et les détruit les uns par les autres. La commission proposait, le Congrès décida, qu'il ne sera admis dans ces syndicats, en outre des journaliers, garçons de ferme, etc., que les laboureurs proprement dits, c'est-à-dire les agriculteurs cultivant eux-mêmes leur propre terre ou celle d'autrui, excluant ainsi et les propriétaires vivant de leurs revenus ou fermage, et les fermiers ou métayers à la tête de véritables exploitations agricoles. C'est cette règle, on le voit, qu'avait repris, avec une modification dans les termes, le Congrès de 1900. Elle était imposée par l'organisation du travail agricole lui-même, où la main-d'œuvre et la petite propriété mélangées ont créé une catégorie qui n'a pas d'analogue dans le travail industriel. Ainsi la sociale des cités a fait alliance, selon les expressions de Proudhon, avec la Marianne des champs. La plupart de ces ouvriers agricoles ne sont pas des prolétaires au sens strict du mot. Ou bien, fils de petits propriétaires, ils attendent, en travaillant chez autrui, l'héritage de leurs parents, ou bien, ayant hérité déjà d'une maisonnette, d'un jardinet et d'une vigne, ils font 30 ou 40 hectolitres de vin dont le produit s'ajoute à leur salaire d'ouvrier viticole. Sans doute, nombreux encore sont ceux qui ne possèdent rien, mais de l'enquête à laquelle je me suis livré, il résulte que ceux-ci constituent la minorité des syndiqués. Selon les statuts des syndicats d'ouvriers agricoles, élaborés par Pelloutier, peuvent adhérer les propriétaires de 10 hectares au maximum en cultures diverses et 1 hectare en vignes à comptant, sous la seule réserve de n'employer que des ouvriers syndiqués. Note, dans Le Paysan, qu'organe de la Fédération des travailleurs agricoles de la région du Midi, la commission de propagande de la bourse de Nîmes fait appel aux ouvriers et aux petits propriétaires cultivant eux-mêmes. Ces statuts tendent à la suppression de la propriété par l'organisation des services collectifs qu'ils prévoient. À ce mode de travail, lit-on dans le préambule, les cultivateurs auront appris les bienfaits du travail associé, perdu l'amour aveugle et désormais sans objet de la petite propriété, seront, par conséquent, préparés, non seulement à prendre part à la transformation sociale, mais encore à consommer le sacrifice de la propriété parcellaire, pour rendre à jamais impossible une nouvelle spoliation. Ainsi l'article 5 porte que le syndicat organisera ou encouragera les entreprises du travail en commun, transport au marché voisin du plus grand nombre de produits avec le moins d'animaux, de voitures et de personnel possible, package collectif dans les landes et les prés communaux, création de coopératives pour la fabrication du beurre, du fromage, etc., organisation d'équipes de batteurs, en un mot, elle suscitera toutes les entreprises collectives possibles et propres à diminuer les frais de revient, d'outillage, de transport et de locaux. Les rapports étroits des syndicats agricoles avec les coopératives agricoles de production, particulièrement avec les prospères coopératives vinicoles, auront peut-être, à la longue, sur ces syndicats, au moins sur un point, des effets très différents de ceux qu'avait ainsi espéré préparer Pelloutier. Les coopératives de consommation se sont toujours efforcées de s'approvisionner dans les coopératives de production, et le magasin de gros, fondé par la Bourse des coopératives socialistes, a régularisé cet effort. Or, il se trouve qu'en s'approvisionnant ainsi aux coopératives vinicoles composées de petits propriétaires, l'action coopérative tend, contre son but, contrairement à ses principes, à créer une véritable plus-value en faveur de la propriété. Voici, par exemple, Maros-100, village de 1900 habitants, où, les vignerons libres, coopérative vinicole, réunit 300 vignerons dont elle écoule la récolte. Par solidarité, et aussi pour réagir contre les mauvaises pratiques du commerce, les coopératives de consommation consomment ces vins. Qui en a retiré profit? Les travailleurs dénués de toute propriété, ou les paysans propriétaires de vignobles. Seuls les propriétaires. Du dernier bilan, nous constatons que du 1er novembre 1906 à fin octobre 1907, la société vinicole avait, en 6 années, vendu 183 438 hectolitres de vin. Or, pour ces vins les vignerons ont reçu une plus-value qui n'est pas inférieure à 2 francs par hecto sur les cours de la région. Et cela constituait un tarif suffisamment rémunérateur pour les producteurs. Mais en plus des bénéfices directs que la coopération a servi aux producteurs paysans en leur procurant des débouchés plus rémunérateurs que le commerce, leur organisation en a réalisé d'importants. C'est ainsi que dans la période indiquée, on a porté aux amortissements 74 822 francs et que l'avoir social est de 118 444 fr. Qu'ont apporté pour cela les vignerons associés? Exactement 8 300 francs. Ainsi l'action coopérante a permis non seulement aux vignerons de réaliser un premier bénéfice de 366 876 francs, 183 438 hectos à 2 francs, mais encore leur société possède un actif de 193 266 francs. Cet actif qu'il a réalisé, qu'il a payé. Les consommateurs organisés. Le Congrès coopératif de Montermé, 1909, a décidé qu'une partie de ces plus-values devait revenir au magasin de gros, représentant les consommateurs, suivant la proportion des affaires faites par son intermédiaire. Mais que vaudra cette décision qui ne touche pas au principe de la propriété des vignerons, qui ne fait guère que diminuer la plus-value sans la supprimer? La résolution du Congrès signale elle-même l'insuffisance du procédé qui n'associe, dit-elle, consommateurs et producteurs que, dans la mesure possible pour le présent. On doit, il est vrai, ajouter que la Fédération des coopératives, nouveau nom de la Bourse, améliorera vraisemblablement à la longue cette situation, d'une façon conforme aux principes, en rejetant de la solidarité coopérative ouvrière, conformément à ses statuts, art 3 voté en 1911, les coopératives de production indépendantes des coopératives de consommation. On voit, par ce fait, choisi entre beaucoup d'autres, quel contre-coup capitaliste a, sur un point de la solidarité ouvrière, la règle autorisant les petits propriétaires à participer à une organisation qui, dans le principe, ne devait comprendre que des ouvriers. La propagande agraire semble menacée, sans d'ailleurs que l'on puisse dire dans quelle mesure, le statut fondamental de la lutte de classe, pour être moins visible dans les syndicats que dans les coopératives, ici et là l'effet est le même, et on doutera d'autant moins de cette répercussion si l'on observe que dans la généralité les coopérateurs sont en même temps syndicalistes, note, les 4852 963 petites exploitations, allant jusqu'à 10 hectares, qui existent en 1892, tombent à 4 611 564. En 1898, d'après Compère Morel.
Pour faciliter la formation d'un syndicalisme agricole, le Congrès confédéral d'Amiens, 1906, a formulé la règle suivante. Étant donné les statuts de LACGT qui disent que LACGT examinera le cas des syndicats qui, trop éloignés du siège social de leur union locale, ou départementale ou régionale, demanderaient à n'adhérer qu'à l'un des groupements nationaux visés à l'article 2, bourses et fédérations, il résulte que les syndicats qui sont dans l'impossibilité, vu la non-existence de bourses rapprochées, d'y adhérer, ont droit de participation au Congrès. Par conséquent, les syndicats agricoles qui se trouvent dans ces conditions sont réellement confédérés. En outre, la Commission invite les bourses du travail auxquelles les syndicats agricoles pourraient demander leur adhésion, à ne pas porter atteinte à l'individualité de ces syndicats. 2. 4 degrés profession libérale. Au Congrès confédéral de Bourges, 1904, la Bourse de Lyon demanda, afin de conserver au mouvement syndical son caractère exclusivement économique, que les avocats, les médecins, les professionnels du journalisme politique vivant de cette profession, les élus politiques appointés, tous ceux qui exercent des professions dites libérales, ne puissent faire partie du comité fédéral. La Bourse visait, mais sans les nommer, le cas de deux journalistes, Louis Maurice et Maurice Charnay qui, dans la Petite République, menaient alors une campagne vive, incessante, contre les tendances révolutionnaires du comité confédéral. L'objet restreint des motifs connus de tous ne cadrait pas avec la généralité de la règle, elle fut rejetée après intervention de plusieurs délégués, militants ouvriers et journalistes. Sur la proposition de Neal, le Congrès se borna à regretter que des camarades se servent parfois de leur titre de syndiqué pour dénigrer, dans les journaux politiques, les actes de la Confédération. Note, le comité confédéral appliqua plus tard cette jurisprudence au syndicat des journalistes professionnels de Marseille. Ce n'est pas la première fois que se posait la question. Le syndicat des journalistes socialistes ayant demandé à adhérer à LACGT, celle-ci s'y était refusée précédemment, car son titre même indique, lit-on dans un rapport confédéral, qu'il a un caractère politique, et pour cette raison nous n'avions pas à le recevoir. Bien ne s'opposerait, évidemment, à l'admission d'un syndicat de journalistes, s'il avait exclusivement en vue la défense des intérêts professionnels de cette corporation. Le syndicat parisien des journalistes professionnels, cependant sans caractère socialiste, qui sollicita son adhésion comme syndical isolé en vertu de l'article 2, paragraphe 3 des statuts confédéraux, ne reçut pas un meilleur accueil de la part du comité confédéral des fédérations. Le rapport fédéral au Congrès confédéral d'Amiens, 1906, fit connaître que, le comité estima que la profession de journaliste était peu précisée et n'assurait pas à ses membres l'indépendance morale. La question a été statutairement réglée pour toutes les professions libérales par la conférence des bourses et fédérations tenue en 1911. La conférence, sans référent au statut de LACGT, considère que les professions dites libérales ne sont pas de celles dont les syndicats peuvent être affiliés à LACGT. Règle absolue qui semble devoir fléchir en faveur des artistes musiciens et choristes. Le Congrès confédéral de Toulouse, 1910, décida de les admettre comme salariés au même titre que tous les ouvriers, et peut-être en faveur des médecins. Un syndicat de médecins a, depuis 1903, son siège à la Bourse du Travail de Lille, un autre a été constitué, à la même époque, à Lyon, un troisième groupement, connu sous le nom de syndicat de médecine sociale, a été admis, le 18 mai 1910, par le comité général de l'Union des syndicats de la Seine, présent, 84, pour, 35, contre, 33, abstention, 10, n'ont pas pris part au vote, 6. Saisie à ce moment, la Fédération des services de santé décida d'abord de surseoir à l'affiliation de ce dernier groupe jusqu'à son prochain congrès, puis le congrès décida de soumettre la question au référendum qui donna, mars 1911, les résultats suivants, 14 pour, 2 contre, 2 abstentions. Pour rejeter les médecins de la solidarité ouvrière, on a fait valoir qu'ils ont sur les infirmiers un droit hiérarchique, analogue à celui d'un patron, tout au moins d'un contremaître, et, pour les accueillir, qu'il y avait intérêt à obtenir l'adhésion de praticiens dont le concours est indispensable pour le bon fonctionnement des assurances contre les accidents du travail. Dans la demande faite en 1908, le syndicat justifiait son adhésion par les raisons suivantes, solidarisation des intérêts des médecins et des ouvriers, impossibilité à peu près absolue dans laquelle se trouvent les médecins de devenir patrons, situation spéciale du médecin dans la société contemporaine qui se rapproche du type syndicaliste réalisé. Le docteur Dupinet, chirurgien de la clinique de LACGT, a écrit, dans le même sens, que les médecins doivent être considérés comme des professionnels, des ouvriers avec une technique. Note, il est intéressant de noter la rivalité plus ou moins sourde qui divise professionnellement le syndicat des masseurs et le syndicat de médecine sociale. Voici la reproduction de deux lettres qui en même temps qu'elles signalent cette rivalité indiquent quel modus vivendi est intervenu. Conformément au mandat que lui avait donné la dernière assemblée générale, le secrétaire des infirmiers adressa au syndicat de médecine sociale la lettre suivante. 4 mai. Camarade secrétaire. Le 1er août dernier, j'ai eu, au nom de mon organisation, l'avantage de vous demander dans quelle mesure le syndicat de médecine sociale était disposé à nous aider dans la lutte que nous comptons entreprendre pour le libre exercice de notre profession, masseurs et infirmiers. Nous attendons votre réponse un peu longue à venir, avouez-le. Je viens donc pour la dernière fois avant de porter le cas devant le comité fédéral, vous demander de nous répondre aux questions suivantes. 1 degré. Comment votre organisation entend-elle l'exercice de la profession de masseur et infirmier libre? 2 degrés. Est-elle disposée à nous aider à lutter contre les bureaux de placement de garde-malades et, pour l'obtention du libre exercice de notre profession, étant entendu que ce libre exercice est placé sous le contrôle médical? 3 degrés. Étiez-vous décidé à nous aider à dénoncer ceux de vos confrères qui prélèvent un pourcentage sur le montant de nos salaires ou de notre travail? 4 degrés. Étiez-vous décidé à lutter contre les organisations syndicales médicales actuelles, syndicat des médecins de la Seine, syndicat médical de Paris, union des syndicats médicaux, etc., dans le cas où ces organisations seraient contre ces principes? Espérant que cette lettre aura un sort meilleur que celle du 1er août et que vous répondrez. Recevez, camarade secrétaire, mon salut syndicaliste. Pour et par mandat. Le secrétaire. J. Maxey. Le secrétaire du syndicat de médecine sociale répondit. Paris, le 5 mai. Camarade. La période de début de notre organisation a été si laborieusement qu'il peut très bien se faire qu'une lettre soit restée sans réponse. Il faut nous en excuser.
1 degré. Les masseurs et infirmiers libres, pour donner toute garantie au corps médical, doivent posséder certaines connaissances physiologiques et anatomiques élémentaires. Un diplôme constatant ces connaissances peut seul les accréditer. 2 degrés. Nous sommes pour la suppression de tous les bureaux de placement non gratuits. 3 degrés et 4 degrés. Aucune organisation syndicale des médecins n'approuvera les trafics que vous nous signalez et que nous connaissons. Nous vous aiderons, le cas échéant, à obtenir les justes revendications corporatives que vous exposez. Il demeure, bien entendu, que dans l'intérêt du malade, vous n'accepterez jamais seul la responsabilité du traitement d'une lésion quelconque et que vous combattrez avec nous les charlatans qui exploitent scandaleusement la bêtise humaine. C'est l'intérêt et le devoir de nos deux professions de traiter nos semblables avec honnêteté, avec science et dévouement. Bien à vous. Pour et par ordre du syndicat. Le secrétaire. Dr Jamard. Rejeté de la solidarité ouvrière, les intellectuels ont fondé, à côté de LACGT, une union fédérative des intellectuels et des indépendants. 5 degrés. Ouvriers en régie. Au congrès de la Fédération des ouvriers de la marine, tenu à Paris en 1902, les syndicats de la régie furent admis à titre consultatif, et à celui de 1903, il fut décidé que les syndicats seraient entièrement autonomes pour admettre dans leur sein les ouvriers en régie. La question se présenta de nouveau au congrès confédéral de Bourges, 1904, qui décida qu'ils seraient admis au congrès malgré les objections de Le Gall, délégué de la Fédération de la marine. Ce sont, disait-il, des temporaires, n'appartenant pas en somme à la marine, et que l'on peut renvoyer à tout moment. L'autre solution eût laissé en dehors du prolétariat organisé une catégorie d'ouvriers remplissant en fait les mêmes obligations que les camarades fédérés. 6 degrés. Ouvriers auxiliaires. La Fédération des travailleurs de la marine rejeta, à son congrès de 1911, un syndicat d'auxiliaires du port de Toulon, parce qu'il ne peut exister qu'un seul syndicat de la marine par port. 7 degrés. Préparateurs en pharmacie. 16 syndicats de préparateurs en pharmacie, 1910, ont constitué une fédération nationale qui est confédérée. La Fédération des services de santé cherche à se l'assimiler. L'assimilation à ce groupement purement ouvrier aurait pour effet d'enlever à cette catégorie une partie du caractère intellectuel que lui conserve son autonomie. Note, le comité de la Fédération sanitaire a voté la résolution suivante en vue d'une fusion, février 1911. Considérant que les préparateurs en pharmacie sont des travailleurs similaires des infirmiers, qu'ils sont des intermédiaires logiques entre le médecin qui ordonne et l'infirmier qui administre, que de ce fait les préparateurs ne sauraient nier que leur corporation est similaire à la nôtre. Considérant que dans les derniers congrès, la Confédération générale du travail a préconisé et décidé qu'il y avait lieu d'inviter les fédérations de métiers de fusionner avec les fédérations d'industrie, congrès d'Amiens, Marseille, Toulouse. Les événements qui ont abouti à l'entrée de certaines catégories de fonctionnaires et des médecins dans LACGT ont profondément modifié l'ancienne notion matérialiste de l'ouvrier, partant de la lutte de classe. Note, on doit penser non seulement aux catégories de fonctionnaires qui ont réellement adhéré à LACGT, mais encore aux catégories dont les associations lui sont restées étrangères statutairement, et n'emmènent pas moins une action syndicale parallèle à la sienne, comme par exemple les agents des PTT. Déjà atteinte par l'affiliation des petits artisans, des petits propriétaires ruraux, des employés hauts, non élastiques, cette notion n'a plus désormais ce caractère de raideur prolétarienne que le marxisme, les premiers marxistes français du moins, puis les premiers syndicalistes de l'ère actuelle, avaient voulu lui imposer. Les prolétaires ouvriers ont fait alliance avec les classes moyennes, du moins avec la partie la plus pauvre et la plus laborieuse des classes moyennes, naguère. Rejetés, les uns et les autres se confondent, s'unifient sous l'influence des faits économiques qui ont élevé le coût de la vie. Les appels électoraux des candidats socialistes, Internationale ouvrière, section française, aux petits commerçants, ont indirectement augmenté la portée et la signification syndicale de ces fusions, car ces appels s'adressent également à des ouvriers syndiqués, à ceux qui admettent l'action politique, d'où des campagnes dont le caractère n'est pas exclusivement politique. La concentration capitaliste ne s'étant pas opérée, une partie importante des classes moyennes, qui ont survécu aux prévisions collectivistes, s'est ainsi agrégée politiquement et syndicalement au prolétariat. Proudhon avait prévu tout au moins le fait de cette évolution importante lorsqu'il remarquait dans une lettre aux ouvriers, 8 mars 1864, que « la bourgeoisie n'est plus homogène, il y a ce qu'on appelle la haute bourgeoisie ou féodalité financière, mercantile et industrielle, et la petite bourgeoisie ou classe moyenne inclinant de plus en plus au salariat. » Et ne serait-ce pas son programme qui, dans une certaine mesure, se réalise par ces fusions et collaborations sous la pression d'événements inattendus, par les soins d'hommes peu familiarisés avec sa pensée, par les fonctionnaires et militants agricoles. En somme, a écrit M. Aimé Berthaud, qui connaît bien le fond de la pensée de l'auteur de la capacité des classes ouvrières, ce que veut Proudhon c'est unir dans une action commune, c'est réconcilier dans une cité de justice qui les englobe toutes, l'ensemble des classes travailleuses et vraiment productrices. Tel est le sens de cette formule qui revient si souvent sous sa plume. Union de la classe moyenne et du prolétariat. Sans doute, peut-on penser que Proudhon fut bon prophète, mais sa prophétie s'est à vrai dire réalisée en dehors de ces tendances, de cet état d'esprit moyen qui provoquait les sarcasmes de Marx contre elle, épicier, le petit bourgeois, Proudhon, il semble, nous disons, il semble, que c'est la bourgeoisie moyenne qui est entraînée dans le courant révolutionnaire du syndicalisme ouvrier, et qu'elle ne parvient pas à faire prédominer ses habitudes de prudence, son respect des lois auxquelles le légalitaire Proudhon, adversaire passionné des grèves, attachait le plus haut prix. Du propriétaire agricole individualiste, du fonctionnaire craintif, il ne subsiste plus, dès qu'il a adhéré au syndicat confédéré, qu'un salarié qui pense et dit que exploiteurs et exploités ne peuvent être de bonne compagnie. Ces syndiqués font grève, ils demandent la suppression du salariat, du patronat, de l'État traditionnel, ils sont socialistes et syndicalistes, et de Proudhon, ils n'ont en réalité hérité que la partie de sa philosophie compatible avec leur organisation fédéraliste. 8 degrés. Ouvriers aveugles. En mai 1911, la Fédération des services de santé et l'Union des syndicats de la Seine ont admis un syndicat de masseurs aveugles. Théoriquement, un tel groupement n'aurait dû constituer qu'une section du syndicat des masseurs, s'il en a été décidé autrement, c'est pour des raisons qui tiennent aux difficultés de propagande. 5. Ancienneté professionnelle. De même que la loi sur les prud'hommes, qui la fixe à 3 ans, art 5 de la loi du 27 mars 1905, quelques syndicats exigent une certaine ancienneté dans la profession. 1 an, syndicat des artistes musiciens professionnels de Marseille.
2 ans, Union générale des coupeurs et brocheurs en chaussures du département de la Seine, 1882. 3 mois, syndicat des ouvriers d'Aniche. 6 mois, chambre syndicale des marchands étalagistes réunis de la place des Ursules, Saint-Étienne, 1895. La presque unanimité des associations ne prévoit pas cette condition, ce n'est là qu'une question d'appréciation de la part de ceux qui sont chargés d'examiner les demandes des candidats et de les recevoir. La chambre syndicale typographique stéphanoise, section de la Fédération des travailleurs du livre, exprime dans les termes suivants le principe couramment admis lorsqu'il s'agit de métiers qualifiés, les membres du bureau devront s'assurer, par tous les moyens à leur disposition, des connaissances typographiques du candidat et ne l'admettre qu'après renseignement très satisfaisant, art 4. Les anciens ouvriers. Le chômage volontaire prolongé peut être considéré comme un abandon de la profession, et parlant comme une démission du syndicat. Tout adhérent qui n'exercera plus son métier pendant une période de 1 an sera considéré comme démissionnaire, chambre ouvrière de l'industrie textile de Roubaix et environ, 1890. Cette déchéance n'est qu'exceptionnellement prévue, aussi n'est-ce pas en elle que réside l'importance de la question des anciens ouvriers. La question des ouvriers qui n'exercent plus présente une grosse difficulté parce qu'elle touche tout à la fois à la politique et à l'organisation intérieure des syndicats. Est-ce qu'un ancien ouvrier devenu député peut rester membre actif du syndicat? Un ouvrier devenu étranger à la profession peut-il être membre honoraire? Un ouvrier n'exerçant plus sa profession peut-il devenir secrétaire de syndicat? Les administrateurs des syndicats, qui ont une très lourde besogne, une besogne toujours plus absorbante, cessent, en fait, la plupart du temps, l'exercice de leur profession. Comment est résolu syndicalement le conflit entre la profession et l'administration? Légalement, l'ancien ouvrier ne peut rester membre actif du syndicat, il ne peut davantage devenir membre honoraire. Les jurisprudences administratives et judiciaires sont conformes, mais différentes de la pratique de l'administration et des parquets, jamais, ni celle-là ni ceux-ci ne prennent l'initiative d'une procédure en dissolution. À la suite d'une interpellation de M. Basly, à propos du syndicat des ouvriers métallurgistes d'Aumont, le gouvernement déposa, le 2 juin 1891, un projet pour autoriser l'honorariat des anciens ouvriers, qui ont exercé la même profession pendant 5 ans au moins et qui n'ont pas cessé l'exercice de ces professions ou métiers depuis plus de 10 ans. Le garde des Sceaux promit de n'exercer aucune poursuite jusqu'au vote du Parlement, voilà l'explication officielle de l'abstention des parquets et de l'administration. Administrativement, l'honorariat est donc licite, en fait, tous les syndicats se refusent, expressément, dans leur statut, à user de cette tolérance. Note, les statuts, 1908, de la Fédération des mécaniciens et chauffeurs des chemins de fer PL. Monsieur apporte une exception presque unique à cette règle par leur article 24, les membres fondateurs des sections et les adhérents ayant 6 mois de versement à notre fédération, allant en retraite, pourront continuer à en faire partie, à titre de membres honoraires, moyennant une cotisation annuelle de 1 franc, ils pourront faire partie du bureau et recevront le bulletin mensuel, ils ne pourront remplir aucun emploi actif de délégation et ils ne seront admis, sur la demande, de leur section, dans le congrès, qu'à titre consultatif. Le décret-loi du 26 mars 1856 avait fait du membre honoraire un rouage essentiel, il laisse rester, mais a cessé d'être obligatoire, des sociétés de secours mutuels en général et, en particulier, de celles qui ont organisé des services de retraite. Elles pourront, disait l'article 6, promettre des pensions de retraite si elles comptent un nombre suffisant de membres honoraires. Ce texte innovait sur la législation précédente, ces membres honoraires devaient être des membres donateurs. On espérait qu'ils se recruteraient surtout parmi les patrons ou les relations commerciales des patrons, et il n'est pas douteux que ce calcul a été juste. Dans la pensée du régime impérial, il s'agissait d'attacher la classe ouvrière au patronat par la reconnaissance de l'obligé au donateur. Le membre honoraire est une personne qui n'appartient pas par ses origines, ni par sa profession, au groupe auquel il adhère, ce ne peut être qu'un protecteur. La loi a mêlé intimement ce donateur à la vie, au développement des mutuelles, agent de pacification sociale, son institution s'oppose donc, pour toutes ces raisons, aux principes admis par les syndicats, qui, eux, ne font appel qu'aux professionnels, aux individus de métier, ne veulent devoir leur affranchissement qu'à leur effort personnel en dehors de toute idée d'argent ou de philanthropie privée ou publique. Théoriquement, les syndicats pourraient comprendre des membres honoraires qui appartiendraient à la profession et ne seraient pas des donateurs, mais pratiquement, non, car si ces membres remplissent toutes les conditions pour être adhérents purement et simplement, on ne comprendrait pas qu'ils ne fissent pas adhésion pure et simple. Les tribunaux autorisent les syndicats à prendre des employés salariés en dehors de la profession, secrétaires, comptables, trésoriers. Ils exigent, il est vrai, que ces fonctionnaires soient effectivement des agents, sous le contrôle et sous la direction de l'association, sans droit à une ingérence quelconque dans les actes d'administration, mais ils les autorisent cependant à régler les affaires courantes. Cette jurisprudence reconnaît là une coutume nécessitée par les conditions de la vie ouvrière, coutume affermie avec le temps, comme une conséquence de la puissance et de l'esprit syndicaliste. En fait, les syndicats, quand ils ont besoin d'employés, les prennent dans la profession dont ils relèvent, mais sans s'y astreindre et sans respecter la distinction jurisprudentielle entre les agents et les secrétaires. À mesure que l'organisation ouvrière se développe, on voit s'accuser l'incompatibilité de fait entre la besogne à l'atelier et la besogne au syndicat. Cette jurisprudence a paru contestable en raison de l'article 4 de la loi de 1884, les membres de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat, qui, combiné avec l'article 2, semble ne prévoir aucune adjonction de personnes étrangères. Le professeur Plagnol estime que s'il n'y a aucun inconvénient à accorder au syndicat cette facilité, pour les agents subalternes, on en saurait dire autant des fonctions de président, de directeur, de censeur, de contrôleur ou autres analogues qui supposent la délégation d'une certaine autorité sur les membres du syndicat. Les syndicats paraissent de moins en moins décidés à trouver en dehors d'eux-mêmes, en dehors du métier, les éléments de leur organisation intérieure, la crainte de M. Plagnol paraît à ce point de vue peu fondée. D'autre part, sa démarcation entre les fonctions de secrétariat et de direction ne correspond pas aux institutions des syndicats où l'organe, directeur, est constitué non par un président ou un comité, mais par l'Assemblée générale, et ajoutons que les syndicats suppriment la plupart du temps les fonctions de président.
Les syndicats confédérés entendent rester exclusivement ouvriers, à la différence des syndicats jaunes, qui admettent des éléments étrangers à la profession, non seulement des patrons, mais des prêtres, des officiers, des professeurs, exemple fourni par la dissolution du syndicat dit Notre-Dame de l'usine, et il est intéressant de noter que les tribunaux se montrent sur la question de la caractéristique professionnelle aussi, rouge, que les syndicats adhérents à LACGT. En règle générale, l'ouvrier qui a cessé d'exercer son métier, mais n'est devenu ni patron ni contremaître, reste syndicable. Le 24 juillet 1903, le Conseil d'État rendit un arrêt pour annuler l'élection au Conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand, de Coulel, secrétaire de la bourse locale, parce qu'il ne remplissait plus la condition d'activité professionnelle prévue par la loi. Note, depuis la loi du 27 mars 1907, c'est la juridiction civile qui est juge du contentieux électoral des prud'hommes, elle a conservé cette jurisprudence. De nombreux congrès, qui se tinrent à l'époque où fut rendu cet arrêt, protestèrent contre cette décision comme contraire à la coutume ouvrière, notamment le congrès régional des syndicats de Rive-de-Gier, 3, et le XE congrès de la Fédération des travailleurs du verre. Note, le gouvernement a déposé, le 15 décembre 1908, et la Chambre a voté, le 26 janvier 1909, un projet de loi tendant à accorder l'électorat et l'éligibilité prud'homale aux ouvriers et employés qui ont cessé d'exercer leur métier pour remplir des fonctions dans un syndicat ou dans une société de secours mutuel. 6. Les incompatibilités syndicales. En général, les statuts n'admettent pas que l'ouvrier soit affilié à deux syndicats à la fois, il crée ainsi une véritable incompatibilité syndicale visant moins la personne que le bien du métier, partant n'ayant pas le caractère d'une incapacité au sens juridique du mot, c'est un moyen d'empêcher les dispersions et les rivalités entre gens d'un même métier. Tout membre de la chambre syndicale ne peut faire partie d'une autre chambre syndicale de la cordonnerie, chambre syndicale ouvrière de la cordonnerie parisienne, tout adhérent au présent statut ne pourra faire partie d'une autre chambre syndicale. Association syndicale des mégissiers de Rivière. Cette règle s'exprime quelquefois de cette autre façon, les sociétaires ou adhérents ne pourront faire aucune proposition ayant pour but de créer une autre société. Chambre sainte des tisseurs veloutiers réunis de Saint-Étienne. Note, quelques syndicats ont réglementé les transports de syndicat à syndicat, question importante pour les ouvriers des industries saisonnières qui sont obligés de changer de profession pendant la morte saison. Voici, par exemple, le règlement du syndicat du textile de Roubaix, art 38 des statuts. Les ouvriers n'appartenant pas à une profession de l'industrie textile ne peuvent faire partie du syndicat. Ceux des syndiqués qui quitteraient l'industrie textile pour exercer une profession étrangère devront, s'il existe dans la localité un syndicat ouvrier de leur nouvelle profession, démissionner du syndicat textile de Roubaix et se faire inscrire au syndicat de leur nouvelle profession. Leur démission devra avoir lieu dans un délai de 3 mois à partir du jour de leur entrée dans leur nouvelle profession. Le changement de syndicat ne leur donne droit à aucune indemnité de départ. S'ils sont syndiqués depuis plus de 6 mois, ils ont le droit de réclamer de leur nouveau syndicat la jouissance immédiate de tous les avantages accordés aux anciens syndiqués. Le syndiqué qui refuserait de se soumettre au présent article n'aura plus droit, par la suite, à aucune indemnité de grève ou de lockout, ni au moindre secours en cas de maladie, blessure, période d'exercice militaire, etc., de la part du syndicat textile de Roubaix. Au terme des statuts de la plupart des fédérations, il ne peut y avoir dans une ville, ou autre base territoriale désignée, qu'un syndicat pour chaque profession, ainsi se trouve rendu pratiquement difficile, sinon impossible, une double syndicalisation. Note, les débats du Congrès confédéral de Marseille, 1908, firent connaître que Malot, secrétaire de la bourse de Saint-Étienne, appartenait à deux syndicats, à celui des mouleurs et à celui des métallurgistes, que Bourgeois appartenait au syndicat des orgues et pianos et à celui des menuisiers. La commission de vérification des mandats trouva singulier qu'un syndiqué adhère en même temps à deux syndicats aussi dissemblables. En somme, ce n'est pas la même profession, il semble à la commission qu'il y a là une combinaison qui ne peut être admise, les syndiqués refusés dans un syndicat n'auraient qu'à faire la navette entre tous les syndicats de la Confédération. Le Congrès confédéral de Toulouse, 1910, décida que l'on ne pourrait adhérer qu'à un seul syndicat. 7. Les incapacités syndicales. Les incapacités sont tout temporaires ou perpétuelles et absolues. 1 degré incapacité temporaire. Elles tiennent à l'âge, à la nationalité, à la résidence, à la profession. Elles n'appellent aucune remarque particulière. Elles correspondent aux conditions d'entrée examinées plus haut. 2 degrés incapacité absolue. A. Condamnation judiciaire. Quelques très rares syndicats exigent un casier judiciaire indemne, la loi de 1884 les laisse sur ce point absolument libres. Tout ouvrier ayant subi une peine infamante ou condamnation pour vol ne pourra faire partie du syndicat, chambre sainte des laïotiers emballeurs. Les membres atteints d'une condamnation infamante seront rayés des contrôles. Règlement de la Chambre sainte des ouvriers maraîchers de Saint-Étienne. On peut poser en règle que la plupart des syndicats admettent les ouvriers qui ont été condamnés judiciairement, soit par omission, soit expressément. Les anciens syndicats infligeaient souvent une amende aux candidats qui avaient un casier judiciaire, celui qui, à Paris, en province ou à l'étranger aurait subi une condamnation infamante ou commis un abus de confiance ne sera admis qu'avec une amende infligée par la Commission du travail, en attendant la sanction d'une assemblée générale. Chambre sainte des ouvriers en chapellerie. Il est vrai que l'article 3 des anciens statuts de cette organisation importante prononçait la radiation de droit contre celui qui subirait une condamnation infamante. Règle rigoureuse qui était tempérée par l'article 40 portant que tout syndiqué radié peut toujours en appeler devant l'Assemblée générale et être réintégré par elle. B. Condamnation syndicale. Les syndicats prononcent contre leurs membres, en cas d'infraction aux règles statutaires, des pénalités diverses, dont la plus importante est l'exclusion. De nombreux syndicats se refusent à admettre des syndiqués précédemment exclus et font de l'exclusion une incapacité absolue. Elle peut être levée, il est vrai, mais seulement à la suite d'une amnistie, suivant certaines formes, et après un vote en congrès fédéral ou en assemblée générale syndicale. Le livret syndical porte généralement un feuillet blanc de garde sur lequel le secrétaire inscrit la date d'entrée et de sortie du syndiqué, avec des observations s'il y a lieu, c'est un véritable extrait de casier judiciaire. Ne pourront être admis ceux qui ayant appartenu à d'autres sociétés en auraient été exclus pour indélicatesse, Société corporative des ouvriers chapeliers fouleurs de Bourg-de-Péage et Romans.
La Société de résistance des imprimeurs lithographes, fondée en 1881, exigeait du candidat la preuve de ne pas avoir à sa charge de faits répréhensibles au point de vue corporatif depuis 2 ans au moins. Un exclu ne pourra jamais plus faire partie de la chambre syndicale, chaussée scinde des ouvriers en instrument de précision. C. Incapacité dérivant de la situation professionnelle. 1 degré patron. Au point de vue légal, les patrons, contremaîtres, marchandeurs peuvent adhérer au syndicat, que les postulants, soient des patrons, des contremaîtres, des employés, des tâcherons, des ouvriers, peu importe, ils ne distinguent pas entre eux et ne fait ni division ni catégorie, ils ont des intérêts communs à défendre, cela suffit pour que tous puissent se rapprocher dans un syndicat. Les syndicats rejettent catégoriquement cette manière de voir. Les ouvriers distinguent, d'une part, les propriétaires des instruments de travail, les patrons, de l'autre, les travailleurs qui usent de ces instruments, d'une part, les capitalistes, d'autre part les producteurs, et, de ce fait, disent les statuts types de la Fédération de l'industrie du bâtiment, 2 classes bien distinctes et irréconciliables sont en présence, d'un côté ceux qui détiennent le capital, de l'autre, les producteurs qui sont les créateurs de toutes les richesses. Puisque le capital ne se constitue que par un prélèvement effectué au détriment du travail. La Fédération lithographique, qui est assez pacifique de tendance, considère que les ouvriers et les patrons sont constamment sur le pied de guerre, elle assimile les périodes calmes à des trêves. Cette année peut être considérée comme une période de réflexion, lit-on dans un rapport fédéral, de trêve, si l'on aime mieux, trêve employée à fortifier nos positions, à forger des armes nouvelles, en vue de combats futurs, et, espérons aussi, de victoires nouvelles. Sur la proposition de la Chambre syndicale des ouvriers menuisiers de Lyon, le Congrès national corporatif de Paris, 1900, vota parmi les VUX, c'est-à-dire parmi les questions non débattues, que les syndicats mixtes ne soient pas compris comme syndicats ouvriers. Note, comme on l'a vu précédemment, à la différence de la Confédération Générale du Travail, le Parti Socialiste, au siècle F, affilie les employeurs et les employés à la condition qu'ils admettent le programme de ces congrès. Le 5e congrès des Unions allemandes, tenu à Cologne, en 1905, a décidé après discussion, que les chambres du travail devraient être exclusivement ouvrières, à la différence de la social-démocratie qui s'est prononcée en faveur des chambres mixtes. Voilà la loi ouvrière syndicale. Le rejet des patrons est formulé expressément dans la plupart des statuts, seuls seront admis à l'Union, les chambres syndicales et groupes corporatifs du département de la Seine composés exclusivement de salariés et régulièrement constitués, Union des syndicats de la Seine. Sont exclus de la fédération, 1 degré les groupes qui, par leurs dispositions statutaires, sont susceptibles d'accepter comme membres actifs des employeurs, fait des syndicats ouvriers du département de la Gironde, les syndicats mixtes de patrons et ouvriers sont rigoureusement exclus de ta fédération, fait des travailleurs de l'alimentation. La règle est ancienne. Au congrès syndical de Lyon, 1886, 2 délégués furent exclus comme représentants, l'un les ouvriers et les patrons boulangers, l'autre les marchands du temple. La question revint à une autre séance de ce même congrès, au sujet des délégués des tisseurs lyonnais, qui, au dire de Besson, sont des patrons en raison de ce qu'ils possèdent un outillage et occupent des ouvriers jusqu'à 6, 8 et quelquefois 10. En réponse, Chevrier fit remarquer que, ce qui constituait un patron au point de vue juridique, c'était le paiement d'une patente or, les soi-disant patrons tisseurs payent une patente. Il affirma le contraire, l'incident qui fut clos sur ces paroles marquait que les votes précédents n'avaient pas été obtenus par surprise. Note, le comité fédéral de la Fédération agricole du Midi radia un syndicat, de Narbonne, parce qu'il comprenait des adhérents à la Confédération générale des vignerons, groupement qui fait appel à l'union des propriétaires et de leurs ouvriers. Le congrès fédéral de 1910 approuva par la suite cette radiation. Le comité confédéral de LAC. GT. 2 sections réunies, avaient autorisé les organisations syndicales du Midi, pendant la crise viticole de 1907, à adhérer, momentanément, à la Confédération vigneronne, en raison de la particularité du cas qui a soulevé le Midi viticole. Le 5e congrès syndical, Marseille, 1892, rejeta les mandats de l'Union syndicale des chemins de fer, parce qu'elle admettait statutairement et en fait, l'élément patronal. La définition de Chavrier n'a pas supprimé toutes les controverses, les syndicats connaissent pour la qualification du patron des difficultés assez analogues à celles relatives aux ouvriers. En voici un exemple. Le conseil d'administration de la Bourse de Lyon eut l'occasion d'examiner, dans sa séance du 14 mai 1903, la situation d'un syndicat de blanchisseuses adhérents. Ce syndicat comprenait des patronnes, devait-on l'exclure? Il y eut discussion. La citoyenne Lacombe dit qu'en réalité le syndicat a été créé contre les maîtres de lavoir qui voulaient augmenter leur prix, que la victoire obtenue a été bonne pour les patronnes et les ouvrières qui ont ensemble combattu, que, du reste, la situation de patronne n'a pas, dans cette profession, la même importance que dans l'industrie, qu'elles sont toutes plus ou moins ouvrières. En toute certitude, cette manière de voir était peu syndicale. Sanita fait remarquer, lit-on dans le compte-rendu de la séance, l'illogisme du syndicat tel qu'il est créé. Les ouvrières peuvent être obligées de faire appeler devant le conseil des prud'hommes les patronnes, qui sont cependant leurs compagnes de syndicat. Le devoir des ouvrières est de former un syndicat pour elles. Il ne convainquit pas ses camarades. Un ordre du jour maintint le statu quo par 4 oui, contre 7 non et 3 abstentions. Autre exemple emprunté encore à la région lyonnaise. À Lyon, 2 directeurs d'une imprimerie ont fait partie tout à la fois du syndicat patronal et du syndical des ouvriers typographes. D'une discussion qui eut lieu au conseil de la bourse, il résulta que cette anomalie s'était produite volontairement, au moment de l'élaboration du tarif, et pour la hâter, elle a aujourd'hui disparu. Note, le 35e congrès de l'Union des syndicats de Saône-et-Loire rejeta la demande d'adhésion du syndicat des sabotiers, en raison qu'il y a des petits patrons qui en font partie. Au congrès confédéral de Bourges, 1904, la question de l'adhésion des patrons souleva un incident qui fut rapporté dans les termes suivants par la commission des mandats. Plusieurs syndicats de Tulle avaient donné leur pouvoir au citoyen Chiez, secrétaire de la Bourse du Travail, dont la qualité d'ouvrier a été contestée par le citoyen Chabat. Le délégué de Tulle est d'une association ouvrière qui a le caractère patronal, en ce sens qu'elle n'admet pas les auxiliaires au partage des bénéfices, lesquels sont conservés par les seuls associés. Le citoyen Chiez s'est retiré.
Le comité confédéral eut l'occasion de faire application du principe à la fédération culinaire qu'il suspendit en 1906, pour 3 raisons parmi lesquelles il y avait une infraction s'y rapportant. Le Progrès culinaire a fait une campagne anti-syndicale, notamment en insérant, en première page du N° du 16 juillet 1905, un article qui dit au sujet d'un syndicat de Marseille, cette fois, ça y est, patrons et ouvriers, la main dans la main, comprenant leurs intérêts mutuels engagés entre eux, viennent de combler le fossé qui les séparait. Dans le numéro précédent avait été reproduit un article publié par le journal patronal des restaurateurs, article que les syndicats de l'alimentation étaient invités à reproduire, tant il reflète, disait-il, l'opinion et les sentiments des ouvriers sérieux et du patronat. Ces 2 derniers faits, lit-on dans le rapport du Comité fédéral des fédérations au Congrès confédéral d'Amiens, 1906, furent tout particulièrement retenus par le comité comme de nature à légitimer une suspension de l'organisation incriminée. S'il y a, en fait, des difficultés ou des incertitudes, en principe, il n'y en a pas, les patrons sont absolument exclus des syndicats. Et cette exclusion s'étend aux fils de patrons, ouvriers ou apprentis dans l'atelier ou le magasin de leur père. Par application de cette règle, la commission administrative de la Bourse du Travail d'Angers suspendit le syndicat des garçons bouchers de cette ville qui avait admis un fils de patron, les intérêts d'un fils de patron travaillant chez son père, ne pouvant être ceux des autres ouvriers. 2 degrés contremaîtres. Le premier fruit du travail parcellaire est de multiplier les incapacités, par conséquent de rendre plus précieux les contremaîtres, chefs d'atelier, directeurs et ingénieurs, et de créer à leur profit un droit de souveraineté et de privilège. Proudhon. Groupe antagoniste, les ouvriers et patrons sont reliés par des intermédiaires qui, par leurs fonctions et leurs origines, ont un double caractère, les tâcherons, contremaîtres et employés administratifs. Salariés sous la dépendance d'un patron, les contremaîtres sont un peu patrons eux-mêmes, pour reprendre une expression des statuts du syndicat général des bateaux voyageurs du département de la Seine. Ils exercent une fonction de commandement, art 4. Ce sont bien cependant des ouvriers, par leur subordination, leur genre de vie, leur aspect, mais des ouvriers supérieurs, délégués par le patron pour le représenter dans les ateliers, ils travaillent peu de leurs mains, et exceptionnellement, avant tout, ils surveillent le travail, font l'embauche, congédient, mettent à pied, distribuent les tâches. Mandataires du patron, ils participent à ses prérogatives de commandement, c'est à ce titre qu'ils sont exclus du syndicat ouvrier. Ainsi sont-ils dénommés dans les meetings et articles, sbires, roussins, argousins, flics, chiens couchants du capital. Au contremaître, les syndicats anciens n'appliquaient pas des règles uniformes, ils étaient quelquefois admis sans condition, dans d'autres cas, admis sous condition et sans avoir tous les droits des syndiqués ouvriers. Ainsi, par exemple, l'Alliance des tullistes de Calais, 1884, qui rejetait les patrons, décidait que tout ouvrier tulliste considéré comme chef d'atelier peut faire partie de l'association sans remplir aucun emploi. Dans un rapport, la délégation des ouvriers chapeliers à l'exposition universelle de 1878 demandait l'intégration des fonctions de contremaître dans le syndicat, mais par un moyen qui n'est plus admis qu'exceptionnellement, l'intégration par les individus. Aujourd'hui, elle est demandée collectivement, si l'on peut dire, à la solidarité ouvrière d'exercer elle-même, en tant que groupe, la surveillance dévolue à quelques individus dans le régime actuel. Dans la commandite généralisée, dans les coopératives syndicales communistes, il n'y a pas de surveillance individuelle, hiérarchique, toute pénalité, disent, par exemple, les statuts de l'émancipatrice, imprimerie communiste, quelle qu'elle soit, est supprimée à l'intérieur de l'atelier. Dans le cas extraordinaire où un travailleur ne remplirait pas ses devoirs, les camarades lui en feraient l'observation. En cas de mauvaise volonté, l'exclusion peut être prononcée. La solidarité, ces sanctions pour réprimer les infractions à cette solidarité, jouent le rôle dévolu aux surveillants, et c'est à faire pénétrer cette conception dans les ateliers que s'efforcent les syndicats ouvriers. L'histoire des statuts de la Chambre syndicale des ouvriers jardiniers du département de la Seine montre le développement de ce point de vue collectif de plus en plus net. En 1877, il fut décidé que tout membre qui entreprendra des travaux pour son compte cessera d'être membre actif de la société, mais il restera inscrit, s'il le demande, comme membre honoraire, art 5. À la révision de 1878-79, l'ancien ouvrier peut rester membre actif à condition de prendre ses ouvriers à la société et de les payer suivant le tarif de la chambre syndicale. En 1895, il est rayé, à tout membre qui entreprendra des travaux pour son compte personnel, ayant un établissement et occupant plusieurs ouvriers, cessera d'être membre actif. N'est pas considéré comme patron un ouvrier entreprenant un travail temporaire et occupant un ou plusieurs camarades au tarif syndical. Il n'existe pas de définition syndicale du contremaître. La commission chargée d'examiner la question des tribunaux du travail au Congrès confédéral de 1900 demanda, n'ayant pas trouvé de critérium général, que les catégories elles-mêmes désignent si tel ou tel contremaître ou chef d'atelier doit être placé dans la classification patronale ou dans la classification ouvrière. La question revient incidemment à la dernière séance de ce congrès, sur quelques mots de Gaillard, estimant que dans la catégorie des fileurs et des quart-d'heure le contremaître ne doit pas être mis à part, parce que, du jour au lendemain, il peut redevenir ouvrier. À ces paroles accueillies par des protestations, Coupa répondit, dans le sens de la commission, dans certaines corporations, il est difficile de dire où finit l'ouvrier et où commence le contremaître, le congrès n'a pas qualité pour trancher cette question. Chaque corporation doit faire sa police elle-même et indiquer ses vues. Comme l'indique le compte-rendu, il en fut ainsi décidé. Ce point de vue n'a pas été conservé. Ainsi la Fédération des employés admis sur ces contrôles, il a déjà été fait allusion à ce fait, un syndicat des contrôleurs des omnibus de Paris. Cette admission ne fut pas ratifiée par la Bourse du Travail de Paris, la section des fédérations de la-CGT vota son rejet également. C'était un conflit dont la solution, de l'avis unanime, ne pouvait pas être laissée à la corporation. La corporation propose, c'est aux organismes centraux, enfin au Congrès confédéral, à statuer en dernier ressort. Quelques autres exemples montreront l'incertitude statutaire sur cette question, c'est la même que celle concernant la définition des ouvriers et des patrons. Le syndicat des travailleurs des ports, à son congrès de 1900, rejeta les surveillants techniques, quoique leur admission fût conseillée, à titre de conciliation, par Allemann, présent au congrès.
Règle sensiblement dissemblable à la Fédération des travailleurs réunis de la marine, sont exclus les syndicats admettant, dans leur sein des surveillants et agents techniques n'avant pas été ouvriers ou chefs ouvriers syndiqués. Art. 7, voté au Congrès fédéral de Paris, en 1901. Le Congrès de la Fédération des travailleurs municipaux, 1905, décida que les syndicats de chefs ne seraient pas admis sur les contrôles fédéraux. La solution inverse fut adoptée pour les gradés par le 3e Congrès de la Fédération des services de santé, 1909. La section de Bayonne de la Fédération du Livre s'étant prononcée en Assemblée générale contre l'acceptation et même pour la radiation des contremaîtres et protes, le comité central lui, fit des observations. La Fédération nationale des poudres et salpêtres a décidé que seraient exclus les syndicats acceptant dans leur sein les chefs ouvriers et contremaîtres commissionnés. Tandis que c'est à cette autre règle, inspirée de l'ancien syndicalisme, que s'est rallié le syndicat des électriciens de la Seine. Les contremaîtres et chefs de service dont les fonctions sont permanentes ne pourront faire partie du syndicat, à moins qu'ils ne s'engagent par écrit à régler par le syndicat les différends qui pourraient survenir entre eux et les ouvriers qu'ils commandent. Le syndiqué devenant contremaître sera considéré comme démissionnaire à moins qu'il ne souscrive à l'engagement précité. Quoi qu'il en soit des exceptions, les statuts des syndicats tendent avec une fermeté croissante à rejeter le contremaître dans les rangs patronaux. Est-il destiné à disparaître et à céder ses fonctions de surveillance technique aux syndicats anonymes? Quelques observateurs ont déjà fait remarquer que le nombre des grèves tendant au congédiement des contremaîtres est, chaque année, assez considérable. Il y aurait donc concordance entre certaines causes de lutte syndicale, l'organisation coopérative, en particulier la commandite égalitaire où la collectivité résorbe le contremaître, et les règlements intérieurs des syndicats. Les statistiques pour 1904 font connaître qu'il y eut, cette année, 107 grèves pour obtenir le renvoi de directeur ou de contremaître. En 1907, ces questions de personnes se sont présentées dans 127 grèves, en 1910, dans 178. 3 degrés marchandeur et tâcheron. Le marchandeur, piéçard, tâcheron, façonnier, etc. est un ouvrier qui prend à forfait un travail dont un entrepreneur principal est chargé et le fait ensuite exécuter par des ouvriers de son choix. Le marchandage constitue une sous-entreprise ouvrière. De même que le contremaître, le marchandeur est mi-patron, mi-ouvrier, ouvrier par son genre de vie, patron par l'autorité qu'il exerce sur ses ouvriers en qualité de sous-entrepreneur, enfin par la plus-value qu'il relire du travail manuel de l'équipe qui l'a réuni. Dans certains cas, il est en même temps contremaître. Pour rendre plus rémunératrice l'heure, les patrons organisent quelquefois le tâcheronnat dans leurs ateliers pour stimuler la surveillance du contremaître en vue du meilleur rendement du travail. Le tâcheron est alors un contremaître intéressé aux bénéfices n'ayant qu'en apparence la petite indépendance d'un sous-chef d'entreprise. Les syndicats rejettent les tâcherons, qu'ils soient ou non contremaîtres, parce qu'ils profitent d'un mode de travail qui permet à des camarades d'être exploités par des ouvriers en plus du patronat, acte le plus vil et le plus odieux de la société des travailleurs, une des formes les plus néfastes de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils voient surtout en eux des renégats, des individus assez lâches pour se faire les intermédiaires des patrons et exploiter des ouvriers salariés comme eux. Leur proscription est souvent mise dans une formule très générale, sont déclarés non syndicables tous ceux qui, à un titre quelconque, exploitent des membres de l'industrie métallurgique, statut type des syndicats affiliés à la Fédération des métaux. Directement ou indirectement ajoutent les statuts type des syndicats affiliés à la Fédération du bâtiment. Le marchandeur peut être admis exceptionnellement, quand il fait participer ses ouvriers aux bénéfices qu'il a réalisés, et n'est pas considéré comme patron un ouvrier entreprenant un travail temporaire et occupant un ou plusieurs camarades au tarif du syndicat, chambre syndicale des ouvriers maraîchers de la ville de Saint-Étienne. C'est une règle analogue à celle admise en faveur des contremaîtres par le syndicat des électriciens de Paris, comme on l'a vu plus haut. Sur cette question, il n'y a quelque incertitude qu'en fait. Ainsi, sans s'arrêter à leur caractère patronal, les bûcherons syndiqués du Cher adressent des appels aux fermiers et métayers, sorte de marchandeurs des propriétaires, pour les engager à se syndiquer. Ainsi, le syndicat des tailleurs parisiens prétendit affilier des piéceurs, contrairement à l'avis de l'Union des syndicats de la Seine. Sur le principe, il n'y a aucun doute, les marchandeurs sont catégoriquement rejetés de l'organisation ouvrière. Ils sont une occasion fréquente de grève, notamment de la très importante grève générale des maçons et métiers connexes, à Paris, en 1909. La lutte contre le marchandage remonte au début de l'organisation de la solidarité ouvrière. Un décret promulgué par la République de 1848, le 21 mars 1848, sous la pression ouvrière, prohibe toute exploitation de l'ouvrier par voie de marchandage. Une interprétation restrictive de la Cour de cassation l'a rendu caduque. Quoique les considérants ne fissent aucune distinction, la Cour a jugé, contrairement à l'avis presque unanime des auteurs, que le marchandage abusif seul tombait sous le coup de ce texte pénal. Les ouvriers n'ont pas admis cette distinction entre l'abus et l'usage, tout marchandage est considéré par eux, en principe, comme une exploitation, et ils n'ont cessé, dans leurs congrès et assemblées, de protester contre cette jurisprudence, de voter des vux et de prendre des résolutions pour le supprimer. Par exemple, le XIE Congrès national tenu à Saint-Quentin, Allemaniste, en 1892, le deuxième congrès de la Fédération des bourses tenu à Toulouse, en 1893, et particulièrement le deuxième congrès de LACGT, tenu à Tours, en 1896, qui a voté la délibération type, considérant que si, dans notre société, qui a pour base la propriété individuelle, l'industriel peut alléguer, pour expliquer le bien fondé de l'exploitation de son semblable, qu'il a placé ses capitaux dans son industrie, qu'il encourt de ce fait des risques de toutes sortes et que les bénéfices qu'il prélève sont les intérêts de son apport, un travailleur ne peut produire les mêmes arguments. L'industriel, marchandeur, ne pourrait soutenir que le prélèvement qu'il opère sur les salaires gagnés par celui ou ceux de ses frères de misère à qui il cède une part de travail qu'on lui a confiée et nécessitée par les pertes et les aléas de sa situation, quand agissant ainsi, il commet une action que doivent réprouver tous les gens de cœur, la considérant comme un vol que rien n'atténue. Voici la conclusion. Faire en toutes circonstances la propagande nécessaire parmi les travailleurs pour les amener à considérer comme des malfaiteurs ceux d'entre eux qui augmentent leur salaire de ce qu'ils rognent sur celui de leurs compagnons. C'est ainsi que les marchandeurs sont fréquemment comparés à des pieuvres. 8. La procédure d'admission. A. Forme de la demande. Généralement la demande est verbale. En pratique elle est faite au secrétaire du syndicat, soit directement, soit par un propagandiste.
Exceptionnellement, le syndicat général du personnel des bateaux à voyageurs du département de la Seine, fondé en 1901, exige une demande par lettre. B. Présentation. Quelques syndicats exigent un parrainage. Quelquefois, mais très exceptionnellement, une certaine ancienneté syndicale est imposée aux parrains, par exemple, 6 mois par la Chambre syndicale des ouvriers corroyeurs dits du cuir noir de Paris, statut de 1895. C. Admission dans certains syndicats, l'admission a lieu par décision du conseil d'administration, sans appel, syndicat français des artistes musiciens de Marseille, syndicat des ouvriers verriers d'Aniche et environ, syndicat national des ouvriers des postes, chambre syndicale des ouvriers tonneliers et foudriers de la ville de Montpellier. Dans d'autres, le Conseil fait une admission préparatoire, soumise de droit à la ratification de l'Assemblée générale, Union syndicale des ouvriers menuisiers, Chambre syndicale des ouvriers en instruments de précision. Quelquefois, l'admission est faite directement par l'Assemblée générale, Chambre syndicale ouvrière de la cordonnerie parisienne, Chambre syndicale des ouvriers corroyeurs dits du cuir noir de Paris, Chambre syndicale des ouvriers mineurs de l'Aveyron, Chambre syndicale et d'appui mutuel des ouvriers teinturiers des graisseurs, Chambre syndicale des ouvriers métallurgistes. La plupart des syndicats discutent les titres des candidats, quelques-uns cependant se déclarent ouverts de droit à tous les ouvriers de la profession, sont admis de droit dans le syndicat tous les ouvriers travaillant les métaux et qui prennent l'engagement. Chambre syndicale des ouvriers métallurgistes du département de la Loire. D. Noviciat. Autrefois, le syndiqué admis ne participait pas toujours immédiatement aux avantages du syndicat, il était soumis à un noviciat d'une durée déterminée. La raison d'être de cette formalité paraît avoir été moins dans le souci d'étudier et d'éprouver un nouveau venu que de lui permettre de cotiser quelque temps avant d'avoir des droits sur la caisse syndicale. Il faut ajouter que l'association empêchait ainsi une fraude facile, l'entrée d'un ouvrier pour quelques jours ou semaines, pour conjurer une crise, obtenir un appui momentané contre un patron, un secours de chômage. Il y avait là une régie d'expérience et de prévoyance. La règle du noviciat tombe en désuétude. Résidence. Légalement, le syndicat peut être composé d'ouvriers habitant sur tous les points du territoire. C'est une faculté dont il a été peu usé, la plupart des syndicats n'admettent, ou tendent à n'admettre, statutairement ou en fait, que des ouvriers domiciliés dans l'arrondissement syndical. Les syndicats sont des organismes locaux. Les statuts des syndicats s'expriment généralement ainsi. Il est formé entre le personnel des bateaux à voyageurs du département de la Seine un syndicat professionnel sous le titre de. Il est formé entre tous les ouvriers layotiers emballeurs du département de la Seine une chambre syndicale dont le but, etc. C'est quelquefois dans le titre que ce localisme est indiqué, chambre syndicale typographique stéphanoise. Syndicat des hommes de peine de Toulouse. La règle suivante est tout à fait exceptionnelle, tout sociétaire quittant le département de la Seine sera considéré comme démissionnaire, chambre syndicale des ouvriers corroyeurs dits du cuir noir. Sur la proposition de sa deuxième commission, le Congrès confédéral de Paris, 1900, décida que les travailleurs nomades qui se feront inscrire à un syndicat ouvrier et verseront régulièrement leurs cotisations soit dans une ville, soit dans une autre, au syndicat de la profession qui l'ont exercé, ne serait-ce qu'accidentellement, devront être considérés comme régulièrement syndiqués et accueillis et assistés comme tels, par les organisations ou les camarades auxquels ils s'adresseraient. F. Droit d'inscription. Tout candidat doit payer un droit d'inscription, qui représente les menus frais de la procédure, livret, correspondance. Sa quotité varie de syndicat à syndicat. Il ne paraît appeler aucune remarque particulière. 9. Sens de ces diverses règles. Il ne servirait à rien de défendre aux patrons et à leurs représentants l'entrée des syndicats, si aux formules ouvrières ne correspondait pas, tout au moins en rudiment, l'organisation de l'atelier progressif, décrit par les théoriciens, car il ne serait exclu que sur le papier. Bien loin, par conséquent, que l'ouvrier ait intérêt au cours de ses tentatives d'élimination à chercher à diminuer les liens qui l'attachent à son métier, ce métier n'étant que l'accessoire et le désagrément de sa vie, tout l'invite, au contraire, à s'attacher à lui comme à la condition indispensable de sa libération, de son droit de classe, là est la source des notions juridiques nouvelles. L'activité syndicaliste exige de chaque syndiqué le souci des choses de son métier. Aussi, de nombreux militants ouvriers ont-ils compris qu'il ne suffit pas d'entretenir dans le peuple la faculté de se révolter, ils savent que leurs efforts seront d'autant plus efficaces qu'ils rivaliseront plus victorieusement de compétences avec leurs employeurs. Même idée dans l'annuaire de la Fédération du bâtiment, une classe ne peut assurer son émancipation définitive que si elle est capable d'assumer la direction de la production. On ne veut utilement que ce que l'on peut, contrairement à cette formule de Bourchet, le peuple sera libre quand il le voudra, a écrit le secrétaire de la Fédération du cuivre, aujourd'hui disparu, dans un rapport sur le lendemain de la grève générale au Congrès de Montpellier, 1902. On lit trop souvent, dans les journaux et brochures des syndicats, vouloir, c'est pouvoir. N'est-ce pas là de l'abstraction au même titre que la gymnastique et de l'abstraction au regard des gestes utiles, productifs de l'ouvrier, du marcheur ou de l'ascensionniste? Un peuple ne sera pas plus émancipé par cette abstraction des exercices physiques, comme on le crut, dans les années 90, sur la foi de gymnasiarques sociologisants, que par des idéologies politiques ou des formules morales, par les croyances et dogmes socialistes, qui, bien que dérivent de la vie ouvrière, ne sont qu'un résumé sans ressort. L'action n'est nécessaire, une action se fixant en tradition. Proudhon a protesté vigoureusement contre l'ouvrier, avare de son service, qui fait mauvais poids, mauvaise mesure. S'il veut s'émanciper pratiquement du contremaître ou du tâcheron, l'ouvrier doit, discipliné volontairement, devenir un bon technicien, ou, si l'on préfère, un bon spécialiste, c'est-à-dire un homme devenu personnellement maître de son métier. Maître de sa technique, donc capable de faire son travail sans avis, sans surveillance d'ordre patronal. Or c'est dans l'atelier, et là seulement, qu'il dispose des moyens nécessaires pour éliminer en fait, et non verbalement, par des actes répétés, les usages et règlements qui le constituent en simple numéro de travail, sans liberté personnelle et sans initiative professionnelle. Les ouvriers revendiquent aujourd'hui, en tant que producteurs, la direction de la production. Qui peut croire que cette direction leur passera entre les mains ainsi qu'ils le désirent par le seul effet d'une exclusion syndicale, d'une émeute ou d'un décret? Leur compétence, c'est-à-dire leur supériorité technique et administrative, décidera du succès, et non la proclamation d'un droit. Ce n'est qu'en les résorbant, ou mieux en les adaptant, qu'ils rendront inutiles les coercitions anciennes des contremaîtres et marchandeurs.
De même, dit encore Proudhon, que l'homme ne s'est originairement discipliné que par la terreur religieuse et la crainte du pouvoir, il ne s'est livré au travail que contraint et forcé. Pour obtenir de lui un labeur quotidien, il a fallu le soumettre à une retenue quotidienne. Au fond, la rente et l'intérêt ne sont que les instruments de cette éducation énergique. Une négation ne suffit pas, au reste, même dans un milieu favorable, l'Assemblée des actionnaires de la verrerie ouvrière d'Albi, mars 1912, refusa toute augmentation de salaire aux ouvriers, attendu qu'en général le personnel n'a pas apporté l'assiduité nécessaire au travail, même relative, qu'une production normale moyenne n'est pas donnée. Des substituts de la rente et du contremaître, voilà ce que les syndicats cherchent, doivent chercher à élaborer pour se délivrer des surveillances dont ils ne veulent plus. Dure recherche à laquelle les ouvriers ne peuvent procéder, dans les ateliers capitalistes, qu'un peu à la façon des compagnons de l'ancien régime, ils ne deviendront maîtres qu'après avoir gravi les grades précédant la maîtrise. 2. Libres ateliers, voilà le rêve fourriériste des syndiqués. Pas de cloche, écrit joyeusement Bourchet, pas de sifflet, pas de règlement, pas de défense. L'entrée et la sortie libre, le repos au gré de tous, et le travail s'effectuant en même temps que s'échangeraient les idées et qu'on se rappellerait les temps à jamais bannis où l'homme travaillait sous la férule du garde-chiourme. Tout n'est pas chimérique dans ses ambitions et ses précisions. La commandite, écrit Yvetot, secrétaire de la section confédérale des bourses du travail, supprime le directeur, les marchandeurs, les contremaîtres et l'autorité patronale. Or il existe quelques commandites prospères. On a déjà noté, notons une fois, encore, qu'aux rêves d'avenir et aux règles d'organisation correspondent les règles de combat.